Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 12 dans l'extrême peur, le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le market order flow dans le neutral. N'oubliez pas que tous les soirs du mardi au dimanche à 21h30 sur Twitch, un tirage au sort a lieu pour gagner un NFT des miniatures de Zap Crypto. Pour participer, rien de plus simple, abonne-toi à la chaîne et commente ce Zap Crypto ainsi que les prochains pour augmenter ta chance. Ce NFT vous donnera la chance d'être tiré au sort pour le grand giveaway de fin d'année. Et plein d'autres surprises dès que nous aurons atteint les 100 premiers détenteurs de NFT des Zap Crypto. Je vous souhaite une bonne vidéo, c'était Zap Crypto. Alors déjà, on va prendre encore plus de recul qu'il y a 2 semaines en allant sur une unité de temps mensuelle. Alors sur le mensuel, ici vous avez le graphique du Bitcoin. Vous voyez que le Bitcoin, il est toujours haussier. C'est sûr que lorsqu'on regarde ce qu'a fait le Bitcoin depuis quelques semaines, quelques mois, on peut paniquer, on peut se dire que c'est bon, c'est fini. Le Bitcoin est à 70 000 $ il y a un petit moment. Maintenant, il est déjà descendu vers les 25 000 $, donc c'est la fin, il va descendre à 20 000, à 15 000, à 10 000. Il faut toujours prendre du recul dans ces situations et regarder ce qu'il se passe à long terme. Et à long terme, vous le voyez sur le graphique, le Bitcoin est toujours dans une très forte dynamique haussière, à long terme évidemment. Maintenant, si on zoome un petit peu sur tout ce qu'il s'est passé depuis environ 1 an maintenant, vous le voyez, le Bitcoin, il n'a pas fait grand-chose. Il a rangé. Donc, pour tous ceux qui ont investi pour la première fois sur le Bitcoin depuis 1 an et demi, eh bien, malheureusement, ce n'était pas forcément le bon moment parce que le Bitcoin évolue, vous le voyez, au sein d'un range. Ce n'est pas nouveau. Le Bitcoin a toujours historiquement, comme la plupart des actifs finalement, évolué dans des phases de range, puis ensuite des phases de hausse ou de baisse. Vous voyez, actuellement, on est dans un range grosso modo entre les 30 000 et les 60 000 $, mais le Bitcoin avant avait déjà évolué au sein d'un range. On le voit ici où le support était la zone des 3 300 $ environ et la résistance celle des 12 000 $. Si on prend encore plus de recul, qu'on va encore plus dans le passé, on voit également ici une phase de range. On peut même voir un range un petit peu plus grand en notant la résistance des 1 200 $ et le support des 200 $. Donc vous voyez que historiquement, le Bitcoin a toujours évolué de cette façon. On a de longues phases de range, puis une belle phase de hausse, mais qui dure très peu de temps finalement et très peu de gens en profitent parce que ça dure quelques mois à tout casser, puis à nouveau très longue phase de range pendant plusieurs mois, voire années, puis quelques mois de hausse et à nouveau plusieurs mois, voire années de phase de range. Donc ça s'est toujours produit. En termes de sentiment, le sentiment est bearish au niveau du court terme. On revoit des fundings négatifs sur Binance, pourtant le prix ne fait pas quelque chose d'exceptionnel, mais les fundings sont négatifs. On voit également le ratio short qui est positif sur Bybit, donc plus de shorters sur Bybit que de mecs en long. Et sur Binance, bon, il n'y a pas encore de reverse, et là, court terme, il y a eu un petit peu d'acheteurs, donc pour ça qu'on a peut-être une pression vendeuse pour sortir ces acheteurs. Au niveau order flow, franchement, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Pour le Bitcoin, ce qu'il faut absolument surveiller sur du court terme, c'est les 0,382. Tant que les 0,382 sont maintenus, on peut estimer que ce marché peut continuer d'aller faire des plus hauts et de tenter de retracer vers les 34 000 $, pourquoi pas. Par contre, si on perd les 0,382, là ça devient un petit peu dramatique puisqu'on aura le M-top ici, on aura également le momentum baissier qui est en train de se dessiner de plus en plus, on commence à avoir des divergences baissières ici qui commencent à se marquer, donc on en a déjà une ici avec ce M, le cross des zéros sera l'ultime confirmation, donc faut se méfier quand on a une reprise de momentum baissier dans un marché baissier, généralement c'est attaque baissière et retest du support, donc à ce moment-là, on reviendra dans la zone de rechargement ici. Si le prix est défendu ici, c'est intéressant. Si on arrive à instaurer un second creux. Donc là, le momentum, franchement, témoigne. On devrait aller... il n'y a pas de on devrait. Mais il y a des probabilités qu'on aille sous 29 000 $ dans la journée ou dans les prochains jours. Si le momentum confirme vraiment la divergence, etc., etc. Parce que généralement, des momentum bearish qui reviennent dans un marché baissier, ça déclenche des mouvements baissiers. Donc ici, ça ferait en gros... cassure ici le M et du coup reteste ici de la zone de rechargement entre 26,4 et 27 600 $. Vu que le sentiment est bearish, si les gens shortent ce mouvement, ça pourrait peut-être tenter, ce serait possible d'instaurer un creux ascendant. Lorsqu'on est proche de la borne basse des zones vertes, eh bien, c'est des bons moments pour acheter. Lorsqu'on est proche de la zone rouge, c'est des bons moments pour vendre. Donc, en zoomant ici, on le voit, on n'était pas vraiment sur la zone verte lors de la précédente vidéo d'analyse. On n'en était évidemment pas très loin, mais on ne l'avait pas touché.
Actuellement, c'est chose faite. Vous le voyez que le bottom est aux alentours des 31 000 dollars. C'est grosso modo le prix du Bitcoin aujourd'hui. Là, il est à 30 500 dollars. Donc, on est sur des bons niveaux. On a un dernier support qui se situe à 23 000 dollars tout rond, qui est la moyenne mobile 200. Donc il faut savoir d'ailleurs que le prochain support sur le Bitcoin, c'est le niveau des 23 000. Attention, la moyenne mobile 200 monte avec le temps. On va dire qu'aujourd'hui, on est sur des bons niveaux d'achat. Le niveau des 29 000, 30 000 dollars, c'était l'avant-dernière zone. Et la dernière zone, si le Bitcoin descend, eh bien, ça sera les 23 000 dollars. En dézoomant, on voit que systématiquement, le prix du Bitcoin a rebondi ici à 2 reprises, voire 3 reprises, voire même ici une 4e sur la moyenne mobile 200. Donc on peut imaginer un Bitcoin qui va rebondir à 23 000 dollars sans que pour autant ça ne remette en cause sa tendance long terme. On voit également qu'il rebondit à nombreuses reprises sur la borne basse, ici la courbe de régression. Notamment, c'était le cas en 2016, sans forcément aller chercher la moyenne mobile 200. C'était également le cas ici, vous le voyez, en 2020. Donc, soit le Bitcoin ira chercher le niveau des 23 000 dollars, soit il rebondira aussitôt, soit tout simplement il continuera à ranger et fera du surplace, ce qui permettra en fait à la moyenne mobile 200 de remonter doucement. On peut imaginer une dernière petite panique pour aller chercher les 24-25 000 dollars. 25 000 dollars d'ailleurs qui ont déjà été atteints il y a quelques jours avant de rebondir. Quoi qu'il en soit, je le répète, on est vraiment sur des beaux niveaux, vous voyez. La résistance sur le Bitcoin ici, c'est vers les 180 000 dollars. Alors, ça ne sera pas atteint cette année, il ne faut pas non plus rêver, c'est très très peu probable, mais on peut imaginer évidemment, en tout cas, il faut avoir cet ordre de grandeur en tête, de top sur le Bitcoin à 180 000 dollars, voire même le temps que le Bitcoin continue à monter, pourquoi pas chercher les 200 000. Eh bien, sur l'hebdomadaire, j'ai ici tracé un cercle bleu de ce côté, étant donné qu'on a effectivement chuté de cette fameuse ligne rouge, et à chaque fois qu'on a réalisé ceci par le passé, comme vous le savez également, ça s'est avéré être une super bonne opportunité d'achat. Maintenant, si je retire un petit peu tout ça pendant un moment et que je prends à la place la courbe de croissance logarithmique du Bitcoin, on en a plus parlé depuis un petit moment, alors vous pouvez voir qu'on n'a plus clôturé de chandelle en dessous de la plus grosse ligne du bas depuis un sacré moment maintenant. Genre on est passé en dessous ici, mais on n'a pas eu de clôture. Encore une fois, c'était une bonne opportunité d'achat comme on le voit. On s'est fait également supporter juste là, et on est aussi passé en dessous pendant le crash du Covid comme on le sait. Et là, il est clair qu'on a eu une énorme opportunité une fois encore. Mais tout ça pour vous dire qu'on se trouve effectivement en dessous tant que maintenant. Du coup, à chacune des occasions, tant que maintenant, où on est repassé sous la ligne de la courbe de croissance logarithmique du Bitcoin, celle du bas je veux bien dire, eh bien ça s'est avéré être une super opportunité d'achat, ok? Voilà déjà l'une des raisons pour laquelle je compte vraiment acheter énormément de Bitcoin dans un avenir très proche, et j'utilise pas mal de stratégies de DCA pour le moment. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aujourd'hui? Hop. Donc pareil, ça aussi c'est également une trendline weekly. C'est un autre graphique, un Bitfinex. Bon, faut pas tenir compte de ces mèches apocalyptiques, de toute façon c'est que des mèches. Vous voyez que là, ici, on a plutôt bien tenu. Là, on a une grosse chute, une grosse mèche. On est revenu chercher ce niveau. Là, on l'a travaillé. Une fois qu'on l'a cassé, elle a joué un peu résistance. Mais vous voyez qu'on s'en est pas trop éloigné. On l'a plutôt longé à la hausse finalement. Donc, elle jouait résistance, mais tout à la hausse. Et ensuite, quand on est repassé au-dessus, on est venu tester une fois, deux fois et accélération haussière. Là, en 2018, on est venu dessus. Et vous voyez qu'ensuite, on l'a travaillé. Et accélération haussière. Là, choc du Covid, on l'a cassé. On est venu ensuite pendant plusieurs semaines justement la travailler comme résistance. Et une fois qu'on l'a cassé, encore une fois, on la teste et accélération haussière. Voilà. Donc une fois de plus, on l'a cassé. Donc il faudrait s'attendre à ce qu'on a une petite consolidation en dessous, voire qu'on vienne la tester comme résistance pendant un certain temps. Donc on n'est pas obligé de remonter tout le monde tout de suite. Donc on pourrait aller un peu plus bas avant, bien entendu. Puis ensuite, elle servirait de résistance. Et si vraiment ça se déroule comme par le passé, il faudra s'attendre à ce qu'on la casse, qu'on revienne la tester une fois ou deux, et ensuite accélération haussière. Donc voilà, il faudra surveiller cette trendline attentivement. Ensuite, au niveau des indicateurs, au niveau du MACD, bien entendu, on est toujours très bearish en weekly, ça va mettre du temps avant de repasser bullish. Et du coup, donc lui aujourd'hui, ce qu'il a voulu montrer, et je trouve ça très pertinent, c'est donc tous les comptes qui sont en perte. Donc en fait, c'est très simple. Quand vous voyez des gros pics comme ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui sont en perte. Donc là, c'est très simple. Donc toutes les personnes en fait qui ont acheté du Bitcoin depuis, on va même dire, depuis ici. Donc là, c'est normalement c'était fin 2020. Toutes les personnes qui ont acheté du Bitcoin à partir d'ici, en fait, dites-vous que quand on a fait la mèche au niveau des 25 300 $, mais toutes ces personnes sont en perte. Donc, tout le marché, pratiquement, était en perte, juste, bien sûr, avec les personnes qui ont acheté là. Toutes les personnes qui ont acheté du Bitcoin avant
sont toujours gagnants. Mais bon, comme vous le savez, à part les grosses whales, comme je vous l'ai montré dans la super miniature, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées fin 2020, même pas fin 2020, peut-être pas, plutôt début 2021, voire fin 2021. Donc toutes ces personnes étaient en perte. Et à chaque fois qu'on voit en fait des bottoms avec donc le Bitcoin le plus bas et surtout en fait autant de personnes qui sont en perte, comme on peut le voir ici au crack de mai, ici au crack donc de mai de cette année, ensuite ici crack Covid, ensuite pareil ici. Donc en fait tous ces cracks là, c'était des anciens, alors pas bottom parfait, mais des premiers on va dire bottom. Donc ici en fait on avait commencé à taper donc un bottom. Bon après on a fait donc cette pattern avant de remonter parce que c'était l'été, il n'y avait pas de liquidité. Ici, c'était pratiquement un bottom parfait, et ici, c'était un bottom parfait. Et comme on le voit, en plus, à chaque fois, on voit donc l'indicateur qui passe au-dessus du prix. Donc, bon, voilà. Après, c'est un indicateur parmi tant d'autres. Comme je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, donc les whales sont en train de réaccumuler, et avec ça, on voit qu'il y a une majorité de perdants. Et ensuite, il y a aussi autre chose qui est très important. On vous montre souvent le crypto fair grid, qui est aussi très bas. Donc, ça veut dire qu'une majorité de personnes ont peur. Donc, c'est souvent aussi des bottoms de marché. Et enfin, comme je disais dans mon analyse hier, le Bitcoin a clôturé pour la 7e fois consécutive dans le rouge en hebdo, un record dans l'histoire du Bitcoin. Alors le marché repartira-t-il cette semaine encore vers une 8e bougie rouge, ou bien est-ce qu'il repartira à la hausse? C'est ce que nous allons tenter de découvrir à travers l'analyse crypto du jour. Mais revenons au secteur crypto avec les derniers chiffres de Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index qui indiquent que la Chine possède toujours une quantité importante du taux de hachage de Bitcoin. En effet, d'après les derniers chiffres, et malgré le bannissement du minage, la Chine aurait toujours 21% du taux de hachage global, et pour information, cette même entité avait estimé en août 2021 que ce taux était de 0%. Et ce qui peut expliquer un hash rate aussi important malgré l'interdiction, est que les petites et moyennes installations peuvent toujours fonctionner en dissimulant leur activité, et pour cela ils répartissent leurs mineurs sur le territoire pour éviter qu'une grosse consommation d'énergie n'attire l'attention des autorités. Et si j'étais complotiste, je pourrais même faire l'hypothèse que le gouvernement a lui-même installé ses propres fermes de minage avec les mineurs qu'elle a saisis, mais bon, il n'y a aucun fait pour appuyer cette théorie. Bref, il semblerait que la prohibition du Bitcoin en Chine n'a pas eu l'effet escompté, car le pays fait toujours partie des pays avec le plus haut taux de hash rate, et cerise sur le gâteau, ils ont également renforcé le réseau en le décentralisant encore plus. Maintenant, on peut vraiment s'interroger aussi du comportement de Binance. Le PDG de Binance attaque légèrement le fondateur de Luna en lui disant ils sont partis où ces BTC que vous avez utilisés? Le problème, c'est que 28% de ces BTC sont normalement sur Binance. Donc c'est assez étonnant que Binance ne soit pas au courant. Alors, il est le PDG de la boîte, il sait pas forcément tout ce qui s'y passe, c'est normal. Mais au moment où il fait également ce fameux tweet un petit peu anti-Luna dans le fond, derrière, gros étonnement, Binance relance le Luna avec une paire Luna BUSD. Et quand on voit que Binance a perdu 1,6 milliard, mais que derrière, ils savent qu'il y a beaucoup de perdants dans les petits portefeuilles et qui se permettent de relister le Luna, sachant que ça a permis quand même de faire un volume de 5 milliards, ce qui veut dire que Binance, dès le premier jour du listing, se récupère au minimum 3 millions de dollars. Donc vraiment, à titre personnel, je trouve que c'est vraiment pas clair tout ça. Les gens se mangent entre eux, mais finalement, même les exchanges ont essayé de profiter de la situation pour récupérer évidemment sur les volumes, car vous savez que les volumes, c'est ce qui paye le plus les exchanges aujourd'hui. Donc du coup ici on voit Luna avait acheté 80 000, la fondation Luna avait acheté 80 000 BTC pour pouvoir prévenir ce genre de situation où si jamais il y avait une grosse sortie de l'UST, pour pouvoir éventuellement racheter de l'UST avec du BTC pour faire remonter bien entendu la balance. Donc on voit ici qu'ils ont mis 80 000 BTC, donc c'est quand même une somme, ça fait je pense au prix actuel pas loin de 2 ou 3 milliards, je sais pas exactement, si le BTC est à 30 000 dollars. Je vais vous calculer ça après. Je dirais que ça fait bien au prix actuel à 30 000, oui, ça fait quelque chose comme ça. Donc du coup, ici on voit toutes les phases où la balance de Luna, le nombre de BTC qu'avait Luna sur son wallet a baissé. Il y a eu une première tranche le 9 mai entre 3h30 et 18h30, une deuxième tranche le 10 mai et ici on a une troisième tranche potentiellement le 10 mai également. Donc effectivement, quand on regarde ça, on se dit que oui, il est tout à fait possible que Luna ait absolument tout dépensé de ses réserves en BTC.
Et en parlant de sociétés qui se mettent au secteur crypto, on a également Spotify qui se met à explorer les possibilités qu'offrent les NFT. En effet, le géant du streaming qui permet déjà aux artistes de mettre en avant des produits dérivés, permet désormais à quelques artistes triés sur le volet de mettre en avant leur NFT. À savoir que si un fan est tenté d'acheter un NFT, il sera redirigé vers une plateforme NFT externe et dans cette histoire, Spotify ne fait que l'intermédiaire et ne prend pas de commission sur la vente du NFT. Et le but déclaré de la plateforme est ici de tester ce nouveau service, et ils sont particulièrement attentifs au retour des utilisateurs. Et si le retour des auditeurs est positif, ils pourraient élargir le service à l'ensemble des artistes de la plateforme. Et donc il semblerait que le géant rentre tout doucement dans le secteur sans trop se mouiller, et ils ont bien raison quand on voit le bashing qui s'est abattu sur les développeurs de jeux vidéo qui se sont mis au NFT. On reparlera sûrement de cet épisode dans quelques années. On a quand même assisté à l'effondrement en quelques heures d'une des 10 plus grosses cryptos du marché et au naufrage du troisième plus important stablecoin, l'UST, qui était en train de prendre une place de plus en plus significative dans l'écosystème, juste derrière l'USDC et l'USDT. Et puis ne parlons même pas de la plateforme Anchor qui a vu s'évaporer 17 milliards de dollars en quelques jours. Les messages de désespoir des personnes ayant tout perdu dans cette histoire se multiplient sur les réseaux sociaux, comme cette personne qui a perdu 60 000 dollars, enfin 60 000 UST en quelques jours. Alors que s'est-il passé? Quelles sont les raisons de ce crash? Est-ce réellement terminé? Et puis, que peut-on espérer pour la suite? Eh bien, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Et enfin, en parlant toujours de Terra, l'écosystème avec en fait la Corée du Sud. Donc on rappelle, donc c'est une société sud-coréenne, Terraform Labs. Do Kwon il est sud-coréen. Et là en fait il y a la Corée qui est en train de lancer des inspections sur les divers exchanges pour évaluer en fait l'impact que la chute de Terra Luna a eu, l'impact que toute cette chute a eu sur l'ensemble des investisseurs, sur les petits investisseurs, les grands investisseurs, etc. Ils veulent contrôler un peu tout ça et voir potentiellement après, est-ce qu'il y a des actions à mettre en place, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a de la régulation, est-ce qu'il y a plein de choses à suivre. En tout cas, voilà, ça inquiète au plus haut niveau, cette chute de Terra, et surtout, ça donne pas une bonne image de la Corée du Sud de manière, sur la planète crypto. C'était vraiment l'étendard de la crypto sud-coréenne, et là c'est quelque chose qui est en train de montrer que non, c'était pas quelque chose de solide. Nous avons tous entendu parler de ces rumeurs à propos de BlackRock et Citadel qui seraient apparemment derrière cette opération. Ces derniers se sont bien évidemment empressés de démentir toute implication dans cette histoire, mais bon, en même temps, si c'était bien eux les responsables, ils n'allaient pas le crier sur les toits. Il y a quand même eu des gens qui se sont suicidés dans cette histoire. Bref, notons quand même que de nombreux experts avaient parié sur la chute de Terra. Par exemple, un trader avait parié 10 millions de dollars avec Do Kwon sur la chute de Luna, et puis ce même trader avait ensuite doublé la mise en ouvrant une position short de 10 millions de dollars supplémentaires. Donc, tout ça pour dire que certaines personnes avaient intérêt à ce que tout s'effondre, et on raconte même que le hedge fund qui aurait déclenché ce crash aurait gagné dans l'histoire 900 millions de dollars au final. Mais bon, là encore, ce ne sont que des rumeurs. En tout cas, le 7 mai dernier, donc un samedi, des quantités monstrueuses d'UST inondent le marché alors que les volumes sont relativement faibles. 200 millions de dollars sont par exemple vendus juste sur Binance, et les plateformes d'échange décentralisées comme Curve voient également apparaître des déséquilibres dans leur pool. Cette augmentation significative d'UST sur le marché déclenche une chute, pour le moment assez légère de sa valeur, donc l'UST ne vaut plus $1, il en vaut un tout petit peu moins. À partir de là, les mécanismes d'arbitrage sur lesquels repose Terra Luna commencent normalement et tranquillement, si je puis dire, à ramener l'UST à son peg. On va donc brûler des UST pour l'équivalent en Luna et puis les revendre et empocher la différence. Ce sont les fameuses opérations d'arbitrage. Le marché va spontanément réduire le nombre d'UST en circulation et normalement, la valeur remonte, c'est l'offre et la demande. Toutefois, comme les quantités sont énormes et relativement anormales, cette arrivée massive de Luna sur le marché a également un impact sur le cours du jeton. Et oui, pendant ces opérations d'arbitrage, vous détruisez des UST, mais vous créez des Luna. Du coup, vous luttez pour maintenir l'UST à $1, mais de l'autre côté, le Luna sombre. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.